Mesdames et messieurs, bonsoir. Je remercie tout d'abord le Cercle Aristote et la revue Libre Perspective, Perspective Libre, de m'avoir invité ce soir. C'est un plaisir pour moi. Je suis pas un habitué, mais enfin je suis quand même un auditeur un peu assidu de tous les exercices que vous faites, qui sont toujours très intéressants, très éclectiques. Et je remercie donc bien sûr Pierre-Yves Rougeron et son équipe de l'organisation de cette soirée. Alors, d'abord, je vais commencer par le commencement, c'est évident. Certains commencent des fois par la fin, non, ce sera par le commencement. Et je vais souligner que ce livre, cet essai, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu épais, c'est un essai, j'espère transformé et réussi. Il a été achevé et mis à jour, c'est important de le dire, en septembre 2014. Donc à la mi-septembre, disons dans la deuxième quinzaine de septembre 2014. Autrement dit, tout ce qui est survenu après n'est pas pris en compte dans cet ouvrage, bien que à leur lecture, je redonnais encore un coup d'œil hier et aujourd'hui. Au fond, je vois pas, ça ne change pas fondamentalement, il n'y a rien qu'à changer fondamentalement. Mais évidemment, il y a eu des événements qui sont produits dont je ne peux pas faire état, parce que je ne suis pas devin, je ne suis qu'essayiste, et en l'occurrence, j'ai fait ce livre. Alors, de toute façon, mon ouvrage, c'est vrai, n'est pas celui d'un devin ou d'un voyant. Je ne suis pas chargé de prévoir l'avenir. Je prévois beaucoup plus facilement le passé, semblable en ceci à beaucoup de gens. La plupart des écrivains ou de ceux qui écrivent ou qui se piquent de pensée prévoient beaucoup plus facilement le passé que l'avenir. C'est plus sûr. Ça n'est de même pas un recueil de scoops. Autrement dit, même s'il y a eu des scoops depuis le mois de septembre, ça n'a pas d'importance. Ça n'était pas le but du livre, de La Tempête sur le Grand Moyen-Orient. La Tempête, elle est toujours là, scoop ou pas. Elle est toujours là et elle va continuer pendant un petit moment. Mais j'espère le moins longtemps possible quand même. Pas des dizaines d'années, c'est ce que je souhaite quand même. Aux gens qui sont intéressés directement par ce grand malheur. Alors, il n'est pas collé non plus ce livre à une actualité immédiate, donc finalement, il y a toujours le temps de l'éditeur qui est toujours un peu plus lent que le temps de l'écrivain, ou de celui qui écrit, plutôt pour être moins prétentieux. Le temps de celui qui écrit, le temps de l'éditeur est un peu plus long, donc il y a toujours un délai qui est quand même un peu majestueux, qui fait que à partir du moment où on a terminé, ça n'est pas terminé, c'est pas prêt de sortir il se passe quelques mois avant que ça sorte dans les bacs, comme on dit à l'époque moderne. Moi, je suis très très moderne aussi. Alors, en fait, l'ouvrage en question a pour ambition d'offrir une grille de lecture plausible des événements actuels. Je pense que c'est intéressant, en les replaçant dans tout leur cadre historique, géographique et géopolitique. Je pense que M. Rougeron a très bien très bien dit ce qu'il fallait dire sur la géopolitique, notamment française, sa mauvaise réputation suite aux débordements que l'on sait qui sont antérieurs à la deuxième et contemporains à la Deuxième Guerre mondiale notamment, et la réhabilitation de cette notion de géopolitique finalement, qui est la politique de la géographie, comme disent certains. Alors, donc il s'agit de replacer tous ces événements actuels, mais de les replacer dans une perspective qui est historique, politique, et géographique, et géopolitique. Alors je tiens au passage, c'est pas au passage, je tiens d'abord, puisqu'il s'agit de la préface, à remercier chaleureusement mon ami Richard Labévière, qui a bien voulu préfacer cette tempête pour le Grand Moyen-Orient. Il n'a pas pu y mettre fin, moi non plus, mais donc il l'a préfacé, ça je suis très reconnaissant. Et merci beaucoup. Alors, moi en fait je suis un amoureux des sciences globalement avant d'écrire et de me lancer dans les relations internationales et la géopolitique. Je trouve que c'est un mot, je ne sais pas si je suis un géopoliticien. C'est vrai que j'admets que mon livre était un peu un livre de géopolitique, c'est une discipline qui m'intéresse, ça il n'y a pas de doute. Mais je crois que je suis un amoureux des sciences. Au départ j'étais professeur de mathématiques. Les mathématiques c'est comme le Qatar, ça mène à tout à condition d'en sortir. Alors on m'a appris qu'une thèse, en fait, scientifique, ou une thèse quelconque, elle doit, pour être recevable, remplir au moins 3 conditions de base. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, ce sont les 3 que j'ai retenues. J'ai appris ça il y a bien longtemps, parce que je ne suis plus comme si jeune que ça, bien que je sois très très jeune. La première, c'est ne comporter ni erreur grossière, ni falsification volontaire des réalités. Ça va de soi. Mais ça va mieux en le disant encore, parce que beaucoup le font. C'est-à-dire, il y a des erreurs grossières, et ils falsifient volontairement les faits et les réalités, en le sachant. Moi, si j'ai falsifié, je ne le fais pas exprès. Disons, et je pense que j'ai évité ce genre de falsification et d'erreurs volontaires. Avoir une logique intrinsèque, ça c'est important, et une cohérence interne dans ce qu'on expose. Ça doit bien se tenir. Ça ne doit pas être tout brinque-ballant, avec des détails qui partent à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. Ça doit être la cohérence et la logique intrinsèque. Et puis ensuite, et surtout, je dirais, la thèse que l'on présente, ou bien la théorie, moi ce n'est pas une théorie, c'est plutôt une thèse ou une interprétation, une grille de lecture, elle doit rendre compte globalement
dévoilement, ça c'est très important, de l'ensemble des faits et des situations, de leur déroulement et de leur enchaînement, sans aucune zone d'ombre. Il ne doit pas y avoir de choses qui clochent, disons, dans l'ensemble. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, quand on rassemble ces trois conditions, on peut dire qu'on a une thèse, elle peut être discutée, on peut être pour ou on peut être contre. Je préfère qu'on soit pour, puisque j'y suis moi-même. Mais donc, en tout cas, elle ne peut pas être récusée en disant c'est du baratin, c'est n'importe quoi. Si elle a sa cohérence, sa logique, si elle ne comporte pas d'erreurs grossières, pas de falsification, et elle s'y rend compte globalement, au fond, de l'ensemble des faits, des situations, de leur déroulement, de leur enchaînement, eh bien, on peut dire que c'est une zone, que c'est une théorie qui est recevable. On peut la discuter, en tout cas, en discuter. C'était mon ambition. Tempête sur le Grand Moyen-Orient, autrement, j'aurais même pas essayé de le publier, puisque j'étais convaincu que cette nécessité d'avoir ces conditions remplies, requises, me semble satisfaire à ces critères. Alors j'ai lu, pour écrire ce livre, sur lequel j'ai travaillé quand même pendant 1 an et demi bien tassé, sinon un peu plus même, je ne sais plus trop, j'ai pas compté, je me rappelle plus quand j'ai commencé, je me rappelle quand j'ai fini, mais donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai lu et parcouru beaucoup d'écrits divers, des livres, des articles, des sites internet, des articles de journaux, des analyses, des commentaires divers sur les fameux printemps arabes. Moi je mets toujours un guillemet autour des printemps arabes, parce que ça ne me semble pas plus printanier qu'autre chose, quoi. Bon, ou les révolutions arabes, je mets également des guillemets, ça me semble pas si révolutionnaire que ça, parce qu'une révolution guidée par le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie de Erdogan, puis les États-Unis de Obama, la France de Hollande, et puis la Grande-Bretagne de Cameron, moi je crois pas que ça peut être révolutionnaire. Mais ça c'est une question de goût. Après tout, on peut tout imaginer, même le pire et le meilleur. Donc, j'ai lu et parcouru beaucoup d'écrits, d'ouvrages, d'articles, d'auteurs qui soient arabes, d'ailleurs pas mal, puisque j'ai le privilège de connaître, j'ai le plaisir de connaître, d'être arabisant depuis quand même un certain nombre de dizaines d'années, donc, et ou non, alors mes compatriotes, des Français bien sûr, mais également des Européens, des Anglo-Saxons, comme on dit, ce nom mythique qui séduit la planète. Donc voilà, j'ai lu beaucoup d'articles, et je trouve que c'est tout à fait intéressant, avec des avis très divers. Concernant les Occidentaux, je me tiendrai là pour l'instant, une chose me frappe. Il y a une doxa occidentale, notamment en ce qui concerne les printemps, les révolutions arabes et l'avenir du monde arabe et du monde musulman, certainement. Une doxa, c'est-à-dire une doctrine qui paraît intouchable. Alors, à des degrés divers, en Occident, c'est vrai qu'il y a une doxa commune qui veut que l'Occident soit le meilleur et non jamais le pire, et qu'il ait le destin de décider de l'avenir du monde. Ça, c'est sa vocation. Il est universel, lui seul est l'humanité, finalement, comme je l'ai écrit quelque part. Ses langues sont universelles, ses cultures sont universelles, ses coutumes, ses décisions, tout est universel. Il a la vocation de dominer le monde. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis 5 ou 6 siècles, ça donne de mauvaises habitudes. Alors maintenant, ça n'est peut-être plus vrai, mais voilà où on en est. Alors, chez les anglo-saxons, je note notamment, puisque c'est le mythe de notre Occident, les anglo-saxons, eh bien, je note qu'il y a bien une doxa, c'est vrai, il y a bien une opinion majoritaire, mais au paradoxe et aux heureuses surprises, finalement, il y a beaucoup plus de voix discordantes que l'on ne pense en Amérique, par exemple, voire même en Grande-Bretagne, qu'il n'y en a en France. N'en déplaise finalement à la France, qui se pense toujours donneuse de leçons, et qui croit toujours qu'elle est le triomphe, le summum de la démocratie et de la grande démocratie, et de l'intelligence et du cartésianisme et du pluralisme. C'est pas vrai. En l'occurrence, pour les événements qui nous intéressent, ça n'est pas vrai, et j'ai le regret de le dire. Alors, chez les anglo-saxons, il y a des voix discordantes, j'en ai lu pas mal, c'est même là qu'on trouve souvent en Occident, c'est là qu'on trouve les voix les plus discordantes, en Amérique notamment, un peu moins en Angleterre, mais les Anglais ils font comme les Américains, ils suivent. Bon. Et puis, elles ne sont pas rares et il ne semble pas y avoir de tabou en tout cas, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Plein de sujets qui sont tabous chez nous ne le sont pas en Amérique. Et c'est ça que je déplore. Je ne déplore pas qu'elles ne soient pas tabous en Amérique, je le déplore qu'elles soient chez nous. Et ça c'est très important à remarquer. Alors, chez nous, dans la douce France, parce que ça reste la douce France quand même, hein, faut pas, on enregistre depuis maintenant plus de 4 ans, parce que c'est la 5e année des printemps arabes, on enregistre un consensus que je trouve suspect. C'est jamais bon un consensus en matière de démocratie, et encore plus suspect en matière de grande démocratie. Vous remarquerez que nos médias, si vous écoutez des émissions phares à la télé, à la radio, un peu partout, que le mot « nous sommes dans une démocratie », les grandes démocraties comme la nôtre, les pays démocratiques comme les nôtres, ça revient toutes les 3 minutes. C'est une véritable obsession. Je pense toujours que si on était vraiment dans une grande démocratie et que si c'était aussi évident, on n'aurait pas le besoin de le répéter toutes les 3 minutes, c'est de la salive et de l'énergie perdue. Ça serait évident, ça va de soi. Moi je ne rappelle pas que je suis vivant toutes les 3 minutes, quoi. Ben, c'est bon, je le suis, ça y est, c'est point final, je plais pas, bon. Alors, voilà. Donc chez nous, il y a un consensus suspect qui ne présage rien de bon pour la liberté d'expression, qui est la tarte à la crème, quand même, dans des périodes qui actuelles, et pour la grande démocratie, ou même la petite.
Alors, entre les médias du mainstream, comme on dit, les intellectuels, beaucoup d'universitaires, les politiques avec très très peu d'exceptions près, il y a cette espèce de consensus et en général qui regroupe de fervents adeptes d'une langue de bois qui est en béton, si je peux dire. Une langue de bois en béton, c'est vraiment très très bien. Et c'est trop consensuel, justement, pour que le consensus soit honnête et spontané. Il n'est ni honnête, ni spontané, ni l'un, ni l'autre. Bon, alors, à quelques exceptions près, tous les écrits, en fait, enfin, pas tous les écrits, à quelques exceptions près, participent de cet unanimisme, à peu ou prou. Il est bétonné à partir d'informations qui sont en général mensongères, de commentaires qui sont fabriqués, préfabriqués, tout pré-mâchés, de faux témoignages, ou des témoignages un peu douteux ou anonymes, d'idées reçues, avec un fond d'ignorance qui me paraît comme assez crasse, hein, l'ignorance est toujours crasse, mais là, celle-là, elle me paraît particulièrement crasse, bon, de distorsion des faits, de mauvaise foi en overdose. Ça, je trouve, c'est vraiment de l'overdose de mauvaise foi. On peut trouver que, par exemple, des terroristes soient modérés et que des djihadistes soient démocrates. Moi, ça me paraît défier tout entendement, mais pas l'entendement de tout le monde. Bon, alors donc, je trouve qu'il y a quand même une overdose d'entendre de trop de bêtises et de mensonges, et ça me paraît insupportable. Alors, serait-il finalement, j'en déduis qu'il est peut-être révoltant s'il y a cette espèce de consensus et cette omerta pour ceux qui refusent le consensus. Est-ce qu'il est si révoltant de s'en tenir à des réalités qui parfois crèvent les yeux? Je pense notamment à ce qui se passe en Syrie. On trouve encore des gens pour trouver que c'est une opération démocratique, que c'est une opération une opposition qui est gentille, qui est modérée, qu'il faut armer face à un dictateur. Je trouve que c'est abracadabrant, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est révoltant de s'en tenir, de mon point de vue, à des réalités qui crèvent les yeux. C'est ça ce que doivent penser beaucoup de gens. Il ne faut pas le dire. C'est tabou. Serait-il si révolutionnaire ou si mal élevé de dire la vérité? Ça paraît révolutionnaire ou mal élevé. Parce que les gens, disons, qui s'en tiennent au consensus, ne sont ni révolutionnaires, ils l'aiment chez les autres, la révolution, mais certainement pas chez nous. Et en tout cas, ils trouvent que c'est mal élevé de dire qu'il faut être poli quand on est dans les émissions de grand public, il faut être poli et dire ce que l'on attend que l'on dise. Alors, il y a besoin un petit peu de chantage, comme un petit chouïa de chantage. Alors on va dire, vous n'allez quand même pas défendre Bachar el-Assad, par exemple, ou Kadhafi. Vous n'allez pas quand même pas le défendre. Loin de moi, l'idée de défendre Bachar el-Assad ou Kadhafi. Certes, Bachar el-Assad est un tyran, ça sera toujours ou un massacreur, il n'est pas fréquentable, bien évidemment. Mais Bachar el-Assad, il porte une responsabilité écrasante dans les choses. Bon, les exactions et les violences, si on admet qu'il peut y en avoir, on va mettre celle du régime, entre guillemets, ce qui veut dire un gouvernement que l'on n'approuve pas, bon, et puis celle de l'opposition. Mais celle de l'opposition, ça vient presque une concession au bon sens. Alors, du régime, ou les exactions des djihadistes, ça, c'est suspect, on n'en parle pas. Il n'y a pas de djihadistes en Syrie, il n'y a qu'une opposition démocratique et modérée. Bon. Alors, les témoignages, les analyses, les interprétations, les commentaires, tout ce que vous voulez, tout ce qui sort du cadre de la doxa va être écarté, censuré, interdit d'antenne, de micro, d'écran et neutralisé, finalement, pour qu'on ne l'entende pas ou qu'on ne le voit pas. Or, il n'y a pas à s'en plaindre, bon, c'est la règle du jeu, après tout, c'est de bonne guerre, si je puis dire, de bonne guerre médiatique. Alors, globalement, je remarque quand même que, disons, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, on s'emploie à empêcher toute compréhension des faits, on saucissonne les problèmes, c'est le meilleur moyen d'empêcher toute compréhension d'ensemble. On prend tous les révolutions, entre guillemets, on les prend les unes après les autres. Or, c'est plausible, il y a une révolution en Libye, puis une en Syrie, puis au Yémen, enfin une révolution, une révolte, un soulèvement, on l'appelle comme on veut, un printemps si on veut, hein. Mais enfin, bon, qu'il y en ait tant de manière si organisée, ça c'est improbable quand même. Mais néanmoins, on saucissonne les événements et on évite de mettre toute liaison. Vous avez déjà vu une liaison entre la crise libyenne et la crise syrienne, par exemple? Non. Il y a d'une part la Libye, puis Kadhafi, puis d'autre part, il y a Bachar el-Assad et la Syrie. Mais surtout pas de liaison. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre les faits. Donc c'est un grand moyen, le saucissonnage. En traitant les crises séparément, en les retirant de leur contexte. Alors on ne met pas, c'est des révolutions. Il y a un gouvernement qui est tyrannique, puis une opposition qui est vraiment bonne et belle et jolie, et bon, qui a plein de bonnes intentions. Et voilà, c'est ce qui se passe, et puis rien de plus. Alors, il faut en réalité les retirer de leur contexte. On en escamote tout l'arrière-plan historique, géographique, géopolitique. Et puis, finalement, la plupart du temps, quand on lit tous ces ouvrages, il y en a eu des centaines, il y en avait déjà au bout de 3 mois, il y en avait déjà je ne sais combien qui étaient dans les bacs des libraires, des ouvrages sur les printemps arabes, qui prenaient tous pour des ouvrages révolutionnaires en disant ça apporte un éclairage nouveau. Quand on regardait, c'était la même lampe de chevet, un peu flageolante, et d'ailleurs, il n'y avait jamais d'éclairage nouveau. Moi, ils disaient tous la même chose, tous, sans exception. Que quelques exceptions près. Ce sont toujours les exceptions qui confirment la règle et qui sauvent l'honneur. Dieu merci. Alors il y a quand même des gens, il faut reconnaître. Et ça, je suis tout prêt à les reconnaître, et puis je suis trop content d'en trouver. Alors voilà.
Donc, finalement, il est bien il m'a paru, ça donnait une impression de bâclé, d'inachevé, ce que c'était souvent, parce que quand on écrit 3 mois après les printemps, on tire déjà un bilan, et puis on l'écrit, puis c'est en 2 mois, c'est dans les bacs des libraires, c'est un peu suspect, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas, bon, ça n'arrive pas à n'importe qui. Alors donc, on a l'impression que c'est un peu truqué. Bon, les ouvrages ne manquent pas, qui sont sortis comme ça au bout de 15 jours, qui ont été bâclés manifestement, je ne sais pas, à croire qu'ils avaient été écrits presque avant la lettre, ou en captivité, ou en je ne sais pas trop comment, bon, ils ont été écrits quand on avait du temps libre, et puis hop, aussitôt ça sort dans les librairies, miracle de l'édition. Alors, finalement, je pense que il m'a paru indispensable de faire l'inverse, de replacer tous les événements qui agitent le monde, ces politiques, ces diplomates, ça agite plein de monde, ces militaires, ces intellectuels, ces médias, dans leur contexte global, puisqu'il s'agit, dit-on, et c'est vrai, d'un conflit global et d'un conflit universel qui se passe actuellement autour du monde arabe et du monde musulman dans son ensemble, et notamment autour de la Syrie, mais pas seulement, dans le monde arabe et le monde arabo-musulman. Alors, ayant pour enjeu, c'est pas rien comme enjeu, c'est pas seulement le destin du monde arabe et du monde musulman, c'est le destin de notre monde à tous. Et je pense de la future conduite des affaires du monde telle qu'elle se profilera, disons, telle qu'elle se profile actuellement, telle qu'elle sera peut-être établie d'ici peut-être 10 ans ou 15 ans. Mais il y a quelque chose qui est en mutation, on le sent bien. Que quand même, il y a quelque chose qui est en train de changer, pas seulement au Royaume de France. Au Royaume de France, malheureusement, rien ne change pour l'instant, mais ça changera. Mais dans le monde, il y a quelque chose qui change, ou de l'ère du temps. Alors, pourquoi d'abord le Grand Moyen-Orient? Ah oui, le Grand Moyen-Orient, ça je voulais quand même pour le Grand Moyen-Orient, j'ai cherché longtemps le titre. Le Grand Moyen-Orient, c'est pour le distinguer du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, en général, alors il y a déjà une voilure variable, c'est la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Irak, la Turquie, l'Iran, parfois l'Égypte. Enfin, c'est cette région-là, le Moyen-Orient classique, au sens anglo-saxon. Ou au sens français, c'est ça. Mais moi, le Grand Moyen-Orient, c'est pas ça. Le Grand Moyen-Orient, c'est ce qui est écrit sur le 4e de couverture de Tempête sur le Grand Moyen-Orient. C'est-à-dire, le 4e de couverture, c'est la page, non pas de garde, mais la page de rétrograde, la page arrière. C'est extensible au gré des pulsions américaines, c'est à ce qui est écrit. Le Grand Moyen-Orient s'étend désormais de l'Atlantique à l'Indonésie, donc on est loin du Moyen-Orient géographique, sur plus de 50 degrés de latitude, c'est-à-dire ça fait pas loin de la moitié des degrés de latitude de la planète, tout autour de... Voilà. En raison de sa position stratégique aux confins de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Eurasie, c'est l'Europe et l'Asie, mais notamment le cœur de cette Eurasie qui est l'ex-Union soviétique et la Chine, et puis tous les pays environnants, c'est ça l'Eurasie. Donc, en raison de sa position stratégique aux confins de l'Eurasie, autant que par sa richesse en gaz et en pétrole, entre autres, cette immense, qu'on appelle les géopoliticiens ou les géopolitologues américains ou les stratégistes appellent depuis déjà pas mal de dizaines d'années la ceinture verte musulmane, parce que la verte c'est la couleur de l'islam, et la ceinture verte musulmane parce que c'est des États qui sont souvent à majorité musulmane, et donc qui s'étalent dans toute cette zone. La ceinture verte musulmane détient un potentiel de puissance considérable et constitue un enjeu majeur. Donc un enjeu majeur pour qui? Eh bien pour les puissances eurasiatiques, puisqu'elles les ceinturent en dessous, et puis pour l'Occident, puisque au temps du communisme notamment, eh bien la Chine et l'Union soviétique étaient des pays et leurs alliés, ou on disait avec mépris leurs satellites, enfin le bloc communiste devait être ceinturé et contrôlé, et donc finalement la ceinture verte arabo-musulmane servait à contrôler, c'était un glacis, les intérêts de l'Occident. L'Occident, ça aurait été le reste de la planète, et là partout il y a des intérêts occidentaux, c'était ça. Alors, finalement, du devenir de cette ceinture verte arabe et musulmane, mis en question par la tempête actuelle, qui est celle dite des printemps arabes ou des révolutions arabes, avec des tonnes de guillemets autour de ces expressions, dépend en bonne partie la physionomie, j'en suis convaincu, et vraiment j'en suis convaincu, parce que je crois que c'est ce qui va arriver, et c'est ce qui arrive déjà, dépend en bonne partie la physionomie de notre monde de demain. C'est de ça et de rien d'autre que ça dépend. Et il ne faut pas se faire d'illusions, c'est que ça qui est la clé des évolutions pour le monde de demain.
Sera-t-il unipolaire comme il l'a été? Je vais y revenir à l'instant. Le monde, il n'a pas été multipolaire à la fin de la guerre froide, mais je vais y revenir. Aux ordres de l'Occident, comme il a été depuis la fin de la guerre froide, et au fond, si on veut bien aller par là, depuis 4 ou 5 siècles, depuis la colonisation, la découverte, entre guillemets, de l'Amérique, au fond, l'Occident, en 1492, décrivait un continent qui avait 90 millions d'habitants, et qui était aussi peuplé que l'Europe, et aussi peuplé que l'Afrique, par exemple, et il découvrait ce pays comme s'il était le premier homme à mettre les pieds sur terre. Ça en dit long sur l'européocentrisme. Alors, donc, comme il l'a été depuis la fin de la guerre froide, on va y revenir là-dessus, ou bien multipolaire, comme le préconisent les pays émergents, qui sont aussi une des vedettes importantes de cet ouvrage. Telle est la question posée, et telle est la question qui est posée dans ce livre, et notamment dans la dernière partie, la 4e partie. Alors, je reviens sur le mot unipolaire et bipolaire et multipolaire. Bon, la fin de la guerre froide, en fait, qui a duré donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à 1991, date de l'effondrement de l'Union soviétique et de la disparition, de l'autodestruction en quelque sorte de l'Union soviétique et du bloc communiste. Bon, ce monde a été bipolaire, c'était la guerre froide, l'Est et l'Ouest, avec des règles du jeu et un espèce d'équilibre de la terreur, de la dissuasion nucléaire, entre l'Occident qui s'appelait lui-même le monde libre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et puis par le monde communiste qui est évidemment le monde pas libre, le monde opprimé. Alors, donc, la Chine est venue semer un peu le trouble là-dedans au sein du monde communiste en jouant son propre jeu, mais c'est justement une des nouveautés de l'époque actuelle, c'est un élément qui a changé. Alors, en 1991, par surprise, finalement, en l'espace de 1 an, l'Union soviétique s'écroule, personne ne s'y attendait. Alors, il n'y avait que les voyants et les devins qui, après coup, vont dire « je l'avais bien prévu ». Je pense notamment à, par exemple, une écrivaine célèbre qui est française, qui est de l'Académie française, qui avait prévu l'écroulement de l'Union soviétique, c'est vrai, mais qui l'avait prévu sur des bases qui ne sont pas du tout celles qui l'ont entraîné. Et elle prévoyait que ce seraient les États turco-musulmans, les républiques turco-musulmanes d'Asie centrale qui feraient défection. Or, ce sont elles qui ont été les derniers champions de l'Union soviétique. Finalement, ceux qui ont fait défection, c'est la Russie, le cœur de l'URSS, l'Ukraine et la Biélorussie, les 3 États slaves qui étaient considérés comme le centre, entre guillemets, paracolonial, comme disaient certains, les esprits malveillants, je ne pense pas que c'était vrai, mais donc de l'Union soviétique. Et les États de l'Asie centrale, les États musulmans et du Caucase ont été mis devant le fait accompli et n'ont eu d'autre choix que de quitter l'Union soviétique puisque celle-ci n'existait plus. Donc c'est le type même de fausses prédictions et de prédictions tordues. Mais qui, après coup, qu'on salue, on dit quand même, quelle clairvoyance. Non, c'est pas une clairvoyance, c'est une malvoyance, c'est autre chose. Et peut-être une malveillance. Alors, donc, la fin de la guerre froide met fin au monde bipolaire. Il n'y a plus 2 pôles, puisqu'il y en a un qui a disparu. Donc il n'y en a plus qu'un, c'est le pôle occidental. Ce pôle occidental, beaucoup de commentateurs écrivent que finalement la fin du monde bipolaire, ça ouvre le champ à un monde multipolaire. C'est pas vrai. Pendant 20 ans, il va y avoir un monde strictement unipolaire. Il n'y a plus qu'un seul pôle, c'est le pôle américain, l'Occident, qui va se transformer en communauté internationale, qui va s'ériger en communauté internationale. Le reste étant que des États voyous, des États parias, faillis, fragiles, et ainsi de suite. Bon, le monde unipolaire va durer 20 ans, de 1991 à 2011. La résolution 1973 sur la Libye et la première résolution bloquée par un veto sur la Syrie. C'est ça la fin du monde unipolaire. Donc 20 ans, l'unipolarisme. Et c'est maintenant seulement, depuis 2011, que tente de se mettre en place, avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup de difficultés, donc un monde multipolaire réellement, avec la montée en puissance des émergents. La Chine, la Russie, mais également, comme vous saviez, l'Inde, l'Afrique du Sud, quelques pays africains, l'Amérique latine, le Brésil notamment, et puis des pays résistants comme l'Iran, comme la Syrie, comme peut-être d'autres pays qu'on n'imagine pas, mais qui résistent, font le front de la résistance, qui regroupe finalement l'ex-monde communiste, les 2 grandes puissances du monde communiste, et puis finalement l'ex-mouvement des non-alignés. C'est un petit peu une espèce de remake de ces 2 mondes qui sont mélangés, revisités en quelque sorte, et qui s'opposent à l'Empire Atlantique. Moi, c'est comme ça que je l'appelle dans mon livre. Ça simplifie les affaires, l'Empire Atlantique ou le bloc Atlantique. Bon, j'abuse pas quand même du sigle, le BAO, mais c'est comme ça, c'est une façon pratique de le dire. Hein. L'Empire américain. Alors, voilà, la contestation, finalement, de cet ordre unipolaire par la Russie, la Chine, voire les BRICS, qu'on appelle, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, comme vous savez, donc j'espère que j'ai oublié personne, mais également par l'Iran, la Syrie, par d'autres pays de la résistance. C'est le carburant des conflits qui nous intéresse, de la contestation qui nous intéresse. La remise en ordre, la remise en jeu, la remise en question de l'ordre, disons, américain, de l'ordre occidental.
Alors l'enjeu est de taille, finalement. Est-ce que le monde sera plus équitable et plus juste? Il ne le serait pas davantage si les émergents avaient pour ambition de remplacer l'empire américain, que ce soit, on pourrait dire, l'empire américain ou l'empire russo-chinois ou l'empire des BRICS, ça serait aussi injuste. Mais en réalité, le grand changement, c'est ce qui donne de l'espérance pour le monde, c'est que ce qu'il nous demande, c'est pas de prendre la place de l'empire américain, c'est de créer à la place du monde unipolaire ou bipolaire, un monde multipolaire, avec différents pôles, où les BRICS, et différentes parties des BRICS d'ailleurs, joueraient leur rôle dans la vie de la communauté internationale, qui serait réellement la communauté des nations. Alors, cet ouvrage, bon ouvrage qui traite de tous ces problèmes-là, mais à propos, les printemps arabes ne sont pas oubliés, bien sûr, parce que j'embraye là-dessus, et que c'est finalement un peu le cœur de la question, de mon point de vue, les printemps arabes et toute l'évolution du monde arabe et du monde musulman. C'est composé un ouvrage qui est destiné, bien sûr, d'abord à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la géographie et au destin des peuples arabes et des peuples musulmans, ce qui est mon cas, mais aussi à tous les gens, à leur histoire et leur devenir. Et aussi dans le cadre que j'ai rappelé maintenant, il vise également un public bien plus large, celui de toutes les personnes, tous les lecteurs ou lectrices, qui sont désireuses de comprendre les événements actuels, de démystifier le monde tel qu'on leur explique, comme ça d'une façon tordue, simpliste, qui me semble abracadabrantesque, comme disait un auteur contemporain, bon, et de démystifier le vieux monde, finalement, de voir pourquoi dans ce vieux monde on y sème si facilement la mort. Moi je mets au nom du bien, si ce n'est au nom de Dieu. Tout le monde se réclame de Dieu, du bien, il y a ceux du bien, l'axe du mal, Dieu, pas Dieu, les infidèles, tout le monde se réclame de tout ça. Finalement, c'est pas joli le spectacle. Hein. Je suis donc partisan d'une lecture profane de tout ce conflit. Moi, je ne suis pas. J'ai le plus grand respect pour toutes les religions, mais je pense que. Je crois que les conflits qui se passent n'impliquent pas les religions forcément. Elles sont instrumentalisées, elles sont invoquées, elles sont brandies, mais je ne pense pas qu'elles donnent une explication. Je crois beaucoup plus à la lecture profane des conflits, comme le disait ce grand politologue et ce grand analyste et cet ancien ministre libanais qui s'appelle Georges Corm, dont vous avez sans doute entendu parler. Alors, du livre en question, je vais, qui s'appelle Tempête sur le Grand Moyen-Orient, donc préfacé par Richard Labéguerre, qui est publié aux éditions Ellipse. Je ne fais pas de publicité clandestine, mais vous le verrez sur la couverture. Donc, Tempête sur le Grand Moyen-Orient donc, recouvre tous des événements qui se passent quelque part entre la Mauritanie, l'Indonésie, le Turkestan chinois, et depuis l'Asie centrale jusqu'à l'Équateur, la RCA, tout ça est inclus dans le Grand Moyen-Orient, jusqu'à l'Équateur en Afrique, par exemple, et en Asie, et au-delà dans l'océan Indien. Et je note que tout ceci correspond aux revendications du fameux État islamique qui fait frémir les chaumières et qui terrorise quand même, il faut bien dire, quand même une partie du Moyen-Orient, grand ou petit. Bon, Daesh, hein, l'État islamique au Moyen-Orient et en Irak et au Levant, enfin l'État islamique tout court et le califat islamique. Les revendications couvrent toute la zone que je viens de vous indiquer, et ça me semble tout à fait symptomatique de ce que peut être finalement les ambitions d'un mouvement islamique qui veut établir une domination sur le monde. Au fond, c'est une ambition parmi d'autres, je veux dire, mais qui est un peu sauvage, qui est cruelle et qui terrorise vraiment les gens. Le terrorisme et le djihadisme, je pense, sont les deux mamelles du mouvement qui existe actuellement et qui n'est pas du tout un mouvement ni islamique ni musulman, mais c'est un mouvement terroriste et djihadiste. C'est complètement différent et c'est ça ce qui terrorise le monde. N'en déplaise à tous ceux qui pensent que ces gens font du bon boulot, comme le Jabhat al-Nusra, que c'est des terroristes modérés, des djihadistes démocratiques. C'est pas vrai, c'est du mensonge, et c'est pas comme ça. Donc ce sont des terroristes, des djihadistes, ils terrorisent les populations où ils sévissent, et je crois que ceux qui aiment tant cette modération et cette démocratie, eh bien je pense qu'ils feraient bien d'aller envoyer leurs femmes et leurs enfants en vacances, ou bien d'y aller eux-mêmes avec le Club Med, disons, dans les terres qui sont dominées par le Daesh en Syrie, en Irak ou ailleurs, partout dans le monde, ou par des groupes islamistes partout dans le monde. Des groupes islamistes, je précise, pour moi, quand je dirais islamiste, il faut bien préciser le vocabulaire, ça n'est ni musulman ni islamique, c'est islamiste, c'est l'islamisme politique. Hein, c'est-à-dire l'islamisme extrémiste, pas seulement c'est même pas l'islamisme politique, c'est la variante violente, la dérive violente et souvent sauvage de l'islamisme politique, comme toutes les théories ont pu en produire. Le communisme a produit également ces dérives terroristes, ces dérives cruelles, et on le sait assez. Toutes les idéologies, les religions, les croyances, elles fournissent tous cette dérive, et c'est à cette dérive que je m'attaque, et certainement pas au reste, ni à l'islam, ni au christianisme, ni à personne, ni aux religions, qui recueillent mon plus grand respect, ni à toutes les croyances, à toutes les idéologies, mais à leurs dérives violentes et sauvages et cruelles. Alors, je vais
pas, je vais pas vous passer en revue mon livre, je vais vous dire comment il est articulé pour vous encourager à le lire et vous laisser des raisons de le lire. Si je vous disais tout, vous auriez plus envie, vous diriez ça y est, on l'a lu. C'est pas vrai. Alors, donc il y a une introduction, bon ça je vous verrai bien. Bon, il y a 4 parties, ensuite il y a 4 épisodes si je peux dire. Alors il y a l'épisode numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Je vais me permettre seulement de résumer ces épisodes en quelques lignes pour dire ce qu'on y dit. Le premier épisode, il est intitulé Drôle de printemps chez les Arabes. Alors ça part effectivement des printemps arabes. Hein. J'appelle même le premier chapitre le temps des cerises. Il est court le temps des cerises. Bon, effectivement, c'est le temps des révolutions sympas. Alors, en tout cas, toute cette première section, il y a un chapitre qui est intitulé Il est court le temps des cerises. Le deuxième, c'est les rois de l'or noir et les révolutions vertes. Vous voyez de qui je parle. Et ensuite, le troisième chapitre, c'est l'internationale noire, l'internationale verte. Bon. Alors ça c'est première partie, et cette partie elle passe en revue les printemps arabes entre guillemets, ou les révolutions arabes entre guillemets, puisqu'il y en a eu plein, il n'y a pas eu seulement la Libye, la Syrie et puis le Yémen, il y en a eu plein, tous les pays arabes ont été, disons, en la Tunisie et l'Égypte, il y a eu entre décembre 2010 et disons avril 2011, tous les pays arabes à peu près sans exception ont été victimes de printemps arabes qui ont réussi ou raté. Mais sauf à l'exception, ce qui devrait faire réfléchir des intellectuels qui ont un intellect normalement qui sert à comprendre, sauf les monarchies pétrolières et toutes les monarchies. Toutes les révolutions n'ont eu lieu que dans des régimes républicains laïques, alors peu importe la connotation qu'on leur donne, mais jamais dans les monarchies, puisque les monarchies, c'était eux qui faisaient la révolution. Les monarchies du Golfe, pétrolières, mais également le Maroc, la Jordanie, qu'on a tenté d'assimiler aux monarchies pétrolières, et donc ça devrait faire réfléchir. Je ne parle même pas des genres d'alliés occidentaux qui se joignaient au mouvement. Bon, voilà. Ça, c'est la première partie. Donc les printemps arabes, leur calendrier, le calendrier est très flagrant et ça mérite son pesant, ça vaut son pesant d'or. Il faut le regarder pour être convaincu. Le calendrier, c'est-à-dire quand est-ce que démarrent les révolutions arabes, avec quel timing et comment ça se place. Et pas les unes après les autres, mais globalement, d'un agenda. Leurs protagonistes, qui c'est les protagonistes, leurs inspirateurs, qui c'est qui les inspire de près ou de loin, et puis leur projet de déconstruction. Parce qu'il y a un projet qui n'est pas un projet de construction, qui est un projet de déconstruction. Donc, du côté, disons, des mouvements islamistes qui vont mener les printemps arabes et des oppositions. Il y a souvent un projet de déconstruction du monde arabe et du monde musulman plus généralement. Ça, c'est la première partie. Le deuxième épisode est intitulé « Le Grand Moyen-Orient dans le viseur de l'Occident ». Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, enfin, on rentre un peu plus profond. Cette deuxième partie évoque la vision historique qu'ont les Occidentaux du monde arabe et du monde musulman, d'abord, en remontant, non pas à Mathusalem, mais enfin, en remontant dans les siècles quand même, depuis l'islam, par exemple, comment ils visent les Arabes et les musulmans, comment ils le voient. Donc, les stratégies de l'Occident face à cette ceinture verte musulmane que je viens d'évoquer, des politiciens, et puis la boîte à outils, moi j'appelle ça une boîte à malice, qui est utilisée par l'Occident, les pays occidentaux, pour ce qui est également de leur côté une entreprise de déconstruction. C'est pas la même que celle des islamistes, mais c'est aussi une entreprise de déconstruction qui a sa propre logique, sa propre dynamique et ses propres objectifs. Donc sa déconstruction. Ça, c'est le deuxième. Alors, il y a 3 chapitres là-dedans. Les Européens, les Arabes et les musulmans. Alors bon, et puis après, les stratégies de l'Empire. On reprend ça depuis, disons, le début du XXe siècle ou la guerre mondiale, disons. Jusqu'à ce que maintenant, ce qu'on appelle le chaos créateur, c'est-à-dire la théorie des Américains pour gérer le monde arabe et le monde arabo-musulman et pour asseoir leur domination sur la planète. La théorie dite du chaos innovateur ou créateur. Bon. Ensuite, l'Occident impérial et sa boîte à malice, bon, j'en ai parlé, et donc tout ce qui est utilisé dans les endroits les plus imprévus et les secteurs les plus imprévus, ce qui est utilisé par l'Occident pour mener à bien son entreprise donc de déconstruction, et j'insiste, c'est une entreprise de déconstruction, pas de démocratie, de déconstruction. Le chapitre 3 s'appelle, on leur a fait rejoindre les deux larrons en foire, si on veut, c'est-à-dire les islamistes et l'Empire, la lune de miel. J'ai appelé ça une lune de miel, c'est un peu provocateur, mais enfin c'est un peu de ça quand même. Peut-être même de la lune de miel à une lune de fiel, très vite, ça ne va pas durer longtemps, mais il y a une lune de miel. Au fond, il y a une certaine séduction. C'est la suite logique des 2 premières, cette troisième partie. Au fond, il y a d'un côté
La troisième partie, elle décrit, elle analyse, elle commente ce que j'appelle l'idylle de ces deux démolisseurs qui ont chacun leur plan de déconstruction. Et ils trouvent finalement qu'ils ont des objectifs communs, et le hasard faisant bien les choses, et donc ils vont faire alliance, une alliance contre nature certainement. Je ne dis pas du tout que les islamistes, et les terroristes et les djihadistes sont les amis spontanés de l'Occident, je ne dis pas ça, et loin de moi cette idée, mais c'est néanmoins tout se passe comme si ça l'était, au moins le temps, c'est pas le temps d'un flirt, mais il y a un peu de ça. En Arabie heureuse par exemple, en Libye, en Syrie, c'est ce qui va marcher. Alors, suite logique, la troisième partie décrive, analyse et commente l'idylle de ces deux démolisseurs. Elle est sournoise et honteuse, disons cette idylle à l'heure du communisme, parce que bon, à l'époque on ne peut pas le dire qu'on aime les islamistes. Après, l'islamisme va tenir lieu pendant une brève période d'ennemi public numéro 1 à la place du communisme, donc il n'y a pas question d'être amis, mais en fait très vite on s'aperçoit que c'est du baratin, si on veut y aller par là, que c'est pas, qu'il y a une certaine séduction, notamment du côté de l'Amérique, qui n'a jamais craché sur la soupe islamiste et qui a toujours été assez d'accord finalement pour utiliser les islamistes comme outil, comme on le voit pendant la guerre d'Afghanistan pour lutter contre le communisme, ce qui est un point de repère donc de 1979 à 1989 en gros, pendant 10 ans. Donc c'est ça, c'est l'Amérique utilise, crée, aide à créer avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan Al-Qaïda, donc elle était les groupes terroristes, et elle invente finalement le terrorisme islamiste si on va aller dans sa mouture moderne. Bon, ça c'est clair. Alors, elle est donc, mais néanmoins c'est sournois et honteux, on le dit pas trop. À l'ère du communisme, on le dit pas. On utilise l'islamisme pour combattre le communisme. Après, quand il n'y a plus de communisme, on utilise l'islamisme, on fait semblant d'en faire un ennemi public numéro 1, mais on utilise, comme dans le cas du Soudan, que je connais bien, je crois avoir fait même une présentation d'un livre qui s'appelle Le Soudan dans tous ses états, il y a 2 ans, ici, pour parler des aventures du Soudan. Je crois qu'à l'époque, le Soudan est harcelé comme n'importe quel pays républicain, laïque et démocratique de la planète. Il a un régime islamiste pourtant, mais on tire parti du fait qu'il y a un régime islamique et que l'islamisme est le nouvel ennemi public numéro 1 pour harceler le Soudan parce qu'il défend Saddam Hussein, parce qu'il défend la cause palestinienne, parce qu'il défend les causes nationales arabes. En fait, on ne le harcèle pas parce qu'il est islamiste dans son régime, mais on le harcèle parce qu'il défend des causes qui sont insupportables à l'Occident et notamment à l'Amérique. À l'époque, c'est ça. Alors, ensuite, cette idylle va connaître une montée en puissance qui va être avouée à l'ère des révolutions arabes. La première, ça va être en Yémen, non pas dans le Yémen de maintenant, dans le Yémen de 2011. Il y aura un plan de médiation sorti comme du chapeau d'un magicien, alors que les Yéménites, en quelque sorte, s'entretuent, le clan de Ali Abdallah Saleh et puis de son concurrent déjà Mansour Hadi. Donc, et en 2011, il y a déjà une guerre civile qui se met en train, et finalement, à l'époque, tout d'un coup, on sort pour assurer une transition pacifique sous l'égide de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, eh bien, sort une médiation sortie d'on ne sait où, qui est faite par l'Union européenne, transmise au Conseil de coopération du Golfe en tant que boîte aux lettres, et qui va être réalisée plus ou moins avec la bénédiction des États-Unis. Mais on est très discret. Après, il va y avoir la fameuse affaire libyenne. Moi, je ne vous fais pas un dessin, tout le monde connaît, disons, quelle est la conjuration qui va avoir lieu entre les islamistes et puis les occidentaux pour mener à bien l'affaire de Libye, c'est-à-dire sous prétexte de protéger les populations civiles, de faire des bombardements humanitaires qui ont pour objet, en fait, de détrôner Kadhafi, quelles qu'en soient les conséquences, et de détruire le régime libyen, de détruire l'État libyen, c'est QFD, et mission accomplie. Bingo, c'est fait. Bon, on n'en parle plus de la Libye et de sa démocratie. Et puis, la résistance, la Syrie, alors ça c'est l'os. La Syrie, finalement, quand on arrive en Syrie, on pense que ça va être la même chose, qu'il va se passer la même chose. Bachar el-Assad va dégager. On le presse de dégager en 15 jours, 3 semaines, dans un mois, dans un an, comme aurait dit François Sagan. Mais finalement, ça ne va pas se produire, puisque la 5e année, il est toujours là, et bien là, et qu'il ne s'en ira pas manifestement. Bon, ce dont je me réjouis d'ailleurs au passage. Bon, mais parce que finalement, Bachar el-Assad sera apparu avec une légitimité, finalement, qu'on ne peut pas reconnaître ici, qu'on a eu du temps, dont on a mis du temps à reconnaître en Occident. Il a une certaine légitimité et il est le rempart finalement d'un État laïque, moderne, tolérant, qui restait, après la chute de l'Irak, finalement le seul État laïque à l'oriental, mais tolérant et assurant la convivialité de ces minorités, musulmanes ou chrétiennes ou autres, disons, la convivialité. Et ça, c'était l'héritage du parti Baas, le parti nationaliste arabe. C'était peut-être le seul héritage qui avait été maintenu en Syrie, mais il était maintenu. Alors voilà, ça c'est la troisième.
Et puis ensuite, il va y avoir le coup d'arrêt, donc on constitue le printemps arabe en Syrie, la révolution syrienne en 4 ans, 5 ans. Il n'y aura plus de révolution arabe après. Personne n'y pense, on ne parle plus de printemps arabe ni de révolution arabe, c'est tellement évident que les derniers masques de la complicité entre l'Occident et les islamistes sont un peu encombrants, mais ils sont jetés. On voit bien ce dont il s'agit. On voit des coalitions pour détruire l'islamisme qu'on soutient par ailleurs. C'est vrai dans le cas de certains pays. Bon, et puis ça sonne l'adieu, ces fausses révolutions qui ont été conduites, alors peut-être qu'on le reconnaîtra un jour, par tout ce que la planète compte de plus réactionnaire, de plus obscurantiste et de plus hostile aux révolutionnaires, disons, dans le monde. Ça, c'est quand même étrange, mais disons, il a fallu la crise de Syrie et ses 4 ans de guerre, ou 4 ans et des poussières, pour donner. Ensuite, le 4e partie, la dernière, c'est le vent d'Est, le vent d'Ouest. Alors, ça dit bien ce que ça veut dire. Le monde arabe et le monde musulman, la ceinture verte, ils sont en fait tiraillés. Ils vont être tiraillés parce qu'il va y avoir le vent d'ouest, on sait d'où il vient, de l'Occident, du Sud et de l'Ouest, d'outre-Atlantique et d'Europe. C'est l'étranger proche du monde arabe au musulman. Mais également, il va y avoir le nouveau rival, donc l'ex-monde communiste et l'ex-monde non aligné qui émergent, les émergents, les BRICS, donc, qui sont centrés sur l'Eurasie, sur la Chine et la Russie notamment. Donc, dans une nouvelle alliance qui n'a d'ailleurs existé que très peu au temps du communisme, que juste quelques années. Là, ça semble se développer en une alliance stratégique qui vise à remettre en question tout simplement l'ordre du monde et à contester l'ordre américain. Alors cet ordre est contesté en Syrie, il est contesté en Irak, il est contesté dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman, mais aussi il en vient à être contesté ailleurs, comme en Ukraine par exemple. On dit toujours, et je suis étonné du peu de commentaires qui en font état, qu'il n'y aurait pas de crise ukrainienne avec un tel degré de violence maintenant s'il n'y avait pas eu de guerre de Syrie. Que la crise ukrainienne, bien évidemment, est un moyen de mettre en difficulté la Russie, disons, pour l'affaiblir sur le dossier syrien, qui a été le dossier phare, qui a permis à Poutine de libérer sa politique, une politique de renaissance et d'opposition, disons, à l'Occident et notamment à l'Amérique. Ça, c'est ma conviction et donc je la partage. Alors, le mécanisme se détraque finalement qu'on a vu, le mécanisme entre les islamistes et l'Occident va se détraquer quand les masques sont jetés, quand les jeux sont faits, comme on dit, rien ne va plus, et tout va se détraquer finalement. Ça n'a plus marché du tout, dans aucun pays. En Égypte, en Tunisie, tout ça, tous les beaux plans de déconstruction vont se désorganiser. En Égypte, qu'on a vu, en Libye, on ne sait pas, c'est le chaos. En Syrie, ça n'a pas évolué du tout comme on pensait. La Syrie résiste toujours, et probablement résistera toujours. Et l'histoire, finalement, loin d'être finie, comme le disaient des gens comme Fukuyama, etc., avec un clash des civilisations, l'histoire est de retour, finalement, et elle est de retour d'une manière imprévue. Alors, on dit un relent de guerre froide, mais c'est pas une guerre froide qui recommence, c'est des relents de guerre froide. Il s'agit bien de transformer le monde unipolaire des 20 dernières années, américain, la communauté internationale et ses États voyous, ses États parias, et de le transformer, finalement, en un monde multipolaire qui est en émergence. Alors, ça se fait pas... les gens qui détiennent le pouvoir quelque part ne le lâchent pas comme ça avec plaisir et la fleur au fusil. Donc finalement c'est clair qu'il y a plein de retours en arrière, il y a plein de résistances, c'est pas facile du tout et ça sera laborieux comme accouchement, mais à mon avis c'est parti, on ne l'arrêtera plus. Je pense que l'épiphase, disons, de ce basculement est apparu à l'été 2013 lors de la grande crise des armes chimiques en Syrie qui ont marqué finalement, le monde aurait été peut-être au bord de la guerre nucléaire, peut-être qu'on l'a échappé belle, il y avait des menaces de frappe sur la Syrie, et comme on sait, finalement c'était une crise qui avait été inventée probablement, certainement par les ennemis de la Syrie, par son opposition armée et ses djihadistes démocratiques, et donc je pense que la crise n'a été dénouée que par c'est Poutine qui a sauvé la mise d'Obama et qui a sauvé sa face en proposant donc cet arrangement que vous savez, la Syrie adhère au TNP et donc l'arsenal chimique syrien est détruit et il n'y a pas de frappe et on renonce à l'option militaire sur la Syrie. Comme on le sait, l'Amérique d'Obama n'a pu, quoi qu'on dise, malgré les déclarations un peu belliqueuses, mais n'a jamais remis en question cette évolution. Et je crois que ça ne sera pas remis en question puisque l'Amérique est en train de négocier avec l'Iran, ce qui est un autre épiphénomène de cette évolution que l'on décrit, le changement de l'ordre du monde. Hein. Voilà, c'était ça. Alors je voulais dire les États qui résistent, les BRICS, qui contestent l'hégémonie sur des bases renouvelées et solides. C'est la guerre des va en paix contre les va en guerre. On l'a vu à l'été 2013. Il y a ceux qui voulaient la culture de la paix, une solution politique diplomatique en Syrie et dans toute la région. Et puis un deal, si on veut. Et puis ceux qui voulaient la guerre à tout prix, dont certains pays alliés de l'Amérique étaient également les protagonistes. Alors, je voudrais faire juste deux remarques pour finir. Ma remarque numéro 1.
quand on parlait tout à l'heure de la loi du silence, en quelque sorte, de l'omerta, comme on dit, je ne sais pas trop, en Corse ou en Sicile, bon, je suis ni corse ni sicilien, mais bon, et puis comme vous voyez, je ne me tais pas, puisque je parle. donc, enfin, quand il se risque à briser l'omerta, certains médias dits du mainstream, que d'aucuns appellent la presse système encore, qualifieront les auteurs qui parlent de conspirationnistes. Ça, c'est le grand argument. On dit, mais vous êtes conspirationniste. Et moi, je dis, non, 2 remarques à cet effet. Halte là, c'est pas vrai. Ça, c'est idiot. C'est complètement idiot. Cette accusation, je la récuse absolument. D'abord, d'un point de vue grammatical, le conspirationniste, c'est pas celui qui conspire, mais celui qui dévoile les conspirations. C'est pas celui qui les fait, mais celui qui les dévoile et qui les dénonce. Or, bon, voilà. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de conspiration. Il n'y a pas de conspiration, il y a une stratégie. C'est pas pareil. Il y a une stratégie. La stratégie américaine n'est pas une conspiration, puisqu'elle est dite urbi et orbi par tous les stratèges, les politiciens, les hommes politiques, en public, en privé, et qu'on la trouve sur tout l'Internet. Vous cliquez au hasard, et puis vous voyez, on sait ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils font, et ils font ce qu'ils vont dire. Et ils ne disent pas ce qu'ils ont fait. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Alors donc, voilà. Ça, c'est... Et puis deuxièmement, ma deuxième, c'est un peu de nostalgie ou d'amertume, si je veux. C'est la France. L'Occident est donc redevenu un bloc, manifestement. Je pense que pendant longtemps, il n'a plus été un bloc. Je pense au général de Gaulle. Donc, bon, tout le monde n'est pas forcé d'être gaulliste ou d'être... Mais c'est bon, c'est un personnage, en tout cas, de stature historique, qui a créé un consensus en matière de politique internationale et de rang de la France et du positionnement de la France. Et je pense qu'on a parlé pendant longtemps qu'il y avait un autre Occident. C'est ainsi que je l'appelle dans mon livre, d'ailleurs. L'autre Occident, c'était l'exception française, en quelque sorte. Sans renier son apparence... son appartenance à ce qu'on appelle l'Occident, je trouve que c'est une notion un peu tartignole, mais enfin bon, parce que disons, entre l'Occident des États-Unis et celui de l'Europe, il y a quand même tout un océan de différence, et puis il y a beaucoup de... Bon, mais globalement, il y avait l'exception française, la politique arabe de la France, par exemple, sa politique africaine, sa politique d'indépendance. Mais depuis quelques années, je n'épiloguerai pas, je l'écris, mais je ne le dirai pas ici, disons, je pense que c'est une notion qui est finie. La France, comme on le dit, elle semble en être fière, il n'y a pas de quoi, je trouve. Elle a rejoint le giron atlantique, et donc, fini l'exception française, l'indépendance française, et fini l'autre Occident. La France, c'est l'Occident tout bête, au fond. Et donc, la France est l'objet, quelquefois, du terrorisme, de toutes les attaques, de la rancœur, de la rancune de plein de pays, comme n'importe quel pays occidental. Ce qui n'arrivait pas, quand même, il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'est très dommage. Je le déplore personnellement. Bon, je ne l'épiloguerai pas, mais je tenais à faire cette remarque quand même, parce que c'est triste pour les Français, dont je me revendique, et donc je pense que c'est très très triste, et je souhaite bien qu'on corrige cette erreur le plus vite possible, si c'est possible, mais je ne sais pas. Voilà. Merci. Merci.